L'Angleterre de la fin du 19e siècle, comme de nombreux pays à cette époque, est une société conservatrice et stricte, teintée par la religion. Les enfants nés de mères célibataires, soit hors du mariage, sont dits illégitimes et sont promis à une vie de rejet et de honte. De plus, en 1834, une nouvelle loi est promulguée retirant toute obligation légale aux pères d'enfants illégitimes de supporter financièrement leur progéniture. Ainsi, de nombreuses jeunes filles et femmes ayant donné naissance sans un mari placent leurs bébés en adoption dans l'espoir qu'ils aient une vie meilleure que celle qu'elles peineraient à leur offrir. Certains, majoritairement des femmes, profitent de la vulnérabilité et de la détresse de ces filles-mères et leur proposent de prendre en charge leurs nourrissons en échange d'argent. Croyant envoyer leurs enfants dans des maisons nanties remplies d'amour, de soins et de bienveillance, elles payaient les frais exigés, l'équivalent de 1000 à 8000 livres actuels. Toutefois, il était bien rare que les enfants connaissent le conte de fées qui leur était promis. Chapitre 1er. La découverte et l'enquête. Nous sommes le 30 mai 1896. Un bateau circulant sur la Tamise repêche un mystérieux paquet qui flotte sur le fleuve. Pour l'ouvrir, on doit retirer plusieurs couches de papier et de tissu. Sous celle-ci, on trouve un tout petit corps avec une corde attachée autour du cou. La police est immédiatement prévenue de cette odieuse découverte et débute alors une enquête qui dévoilera un horrible marché noir ainsi qu'une cruelle tueuse en série. Le corps du nourrisson est identifié comme celui d'Elena Fry par les autorités. Le détective James B. Anderson, en examinant le paquet qui a servi de cercueil au bébé, remarque des traces d'encre toujours lisibles. Une note manuscrite contenant un nom et une adresse. Mrs. Thomas, 26 Pigot's Road, Caversham. Une fois sur place, des voisins apprennent à l'enquêteur que la femme qu'ils recherchent est déménagée sur Kensington Road à Reading. À cette nouvelle adresse, la police retrouve des amas de vêtements pour bébés et de reçus. Ces bouts de papier prouvent que des annonces ont été achetées pour ensuite être diffusées dans des journaux locaux. De la corde identique à celle attachée au cou de la petite Elena Fry est aussi récupérée par les autorités. Nous sommes 4 jours après le repêchage macabre du paquet lorsqu'une femme est arrêtée pour le meurtre du nourrisson. Amelia Dyer, 57 ans, est amenée en prison en attendant son procès. Chapitre 2e. La vie d'Amelia Dyer. Amelia Elizabeth Audley, née en 1837, est la cinquième enfant de Samuel et Sarah Audley, vivant dans un petit village près de Bristol, Pile Marsh. Son père est cordonnier et sa mère est femme au foyer, comme presque toutes les femmes mariées de l'époque. Les deux sœurs d'Amelia, une plus vieille et l'autre plus jeune, toutes les deux prénommées Sarah Ann, décéderont respectivement à l'âge de 6 ans et quelques mois. L'enfance d'Amelia est d'autant plus marquée par la tragédie que sa mère est atteinte de maladies mentales graves causées par le typhus. N'ayant même pas atteint 10 ans, la fillette doit prendre soin de sa mère et supporter ses crises foudroyantes de violence, conséquence de sa maladie. Malgré cette situation impétueuse, la jeune fille se passionne pour la littérature et la poésie. Sarah Audley décède en 1848. Amelia est alors envoyée vivre avec une tante à Bristol. En 1861, elle se marie avec George Thomas. Sur l'acte de mariage, tous deux modifient leurs âges pour éviter un scandale. George prétend avoir 48 ans et Amelia 30.
En réalité, George a soufflé ses 59 bougies et Amelia n'a pas encore dépassé le quart de siècle avec ses 24 ans. Une fille, Ellen, naîtra de l'union du couple. Après son mariage, Amelia recevra une formation d'infirmière. Elle se familiarise alors avec la pratique de baby farming sous l'influence d'Ellen Dane, une sage-femme. Amelia apprend les rusements de la profession qui consiste à prendre en charge des bébés dont les parents sont incapables de les élever en échange d'un paiement généreux. Selon les conditions financières des géniteurs, ces femmes exigent plus ou moins d'argent. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas par bonté de cœur que des dames comme Amelia Dyer acceptent de s'occuper de ses enfants. Elles cherchent surtout à s'enrichir grâce aux abondantes redevances. Pour réaliser un profit, les bambins sont trop souvent négligés, délaissés, malmenés, maltraités par ces fermières à bébés qui devaient prendre soin d'eux. Elles font parfois usage d'alcool ou d'un sirop à base d'opium pour tranquilliser les nourrissons. Conséquemment, plusieurs meurent de faim ou de malnutrition. À la mort de son mari en 1869, Amelia a désespérément besoin d'un revenu puisqu'elle a quitté la profession d'infirmière suite à la naissance de sa fille. Elle décide d'ouvrir sa maison à la pratique du baby farming. Pour se créer une clientèle, Amelia passe des annonces dans les journaux locaux. Dans ses chroniques, elle assure être une femme mariée et respectable dans une bonne situation financière qui souhaite adopter un enfant pour égayer sa vie. Elle promet un foyer honorable et privilégié aux femmes qui lui confieraient leur enfant. En 1872, Amelia se marie pour une deuxième fois avec celui qui lui donnera son illustre nom de famille, William Dyer. Ensemble, ils auront deux enfants, Mary Ann, dite Polly, et William Samuel. Au bout d'un certain moment, Amelia se sépare de son mari. Ils restent époux légalement, mais ne vivent plus ensemble. Amelia poursuit son stratagème machiavélique pendant plusieurs années. En échange d'un coquet montant, elle accueille les enfants illégitimes ou non désirés chez elle en assurant aux mères que leur progéniture sera traitée aux petits oignons. Toutefois, Amelia se contente de laisser les bébés mourir à cause d'un manque flagrant de nourriture ou par négligence. Elle déclare ensuite les décès aux autorités, qui expliquent ces morts tragiques par un défaut congénital, une carence en lait maternel ou la faim. En 1879, la fermière à bébés est condamnée à 6 mois de travaux forcés après qu'un médecin ait signalé aux autorités un nombre anormalement élevé d'enfants mourant chez Amelia Dyer. C'est probablement après sa libération qu'elle change de méthode. Désormais, la patience d'Amelia est précaire. Les enfants qui lui sont confiés sont presque immédiatement assassinés à leur arrivée. La femme s'occupe aussi de se débarrasser des minuscules corps pour éviter de reporter les décès aux autorités. Ainsi, elle peut conserver la majeure partie du paiement. Pour éviter de se faire arrêter, Amelia utilise de nombreux pseudonymes et déménage fréquemment. Elle est ainsi difficilement retraçable. De plus, dès qu'elle sent qu'elle est dans l'eau chaude et que la police a des doutes sur elle, Amelia séjourne dans des hôpitaux psychiatriques pour des instabilités psychologiques et des tendances suicidaires. Plusieurs doutent de la véracité de sa détresse. En effet, en prenant soin de sa mère et en étant infirmière, Amelia aurait pu facilement apprendre comment feindre un comportement psychotique, lui permettant de se mettre à l'abri de la police au moment opportun. En 1890, une gouvernante qui a confié son enfant illégitime à Amelia exige de le revoir. Elle lui rend alors visite. Amelia lui tend un bébé, mais la gouvernante ne le reconnaît pas. Pour confirmer ses doutes, elle examine de près les hanches du bébé. Son nourrisson affichait une tache de naissance à cet endroit. Or, celui qu'elle tient ne porte pas cette marque unique. Sentant probablement les soupçons peser contre elle suite à cet incident, Amelia tente de s'enlever la vie en buvant une grande quantité de dérivés d'opium. Toutefois, elle a tellement abusé de cette substance pendant sa vie que cette dose n'est pas assez puissante et Amelia survit. En 1896, une barmaid, Evelina Mormon, cherche à faire adopter sa fille nouvellement née, Doris. Son annonce, publiée dans un journal, se trouve côte à côte à celle d'Amelia, qui utilise alors le nom de Mrs. Harding. Les deux femmes entrent en contact et il est convenu qu'en échange de 10 livres, la fillette sera confiée à Amelia. Tout d'abord réticente, Evelina finit par remettre son bébé à Amelia. Dès son arrivée à son domicile, la femme attache une corde autour du cou de sa petite victime. Puis, elle écrira à la mère de l'enfant que tout va bien.
Cette dernière enverra une lettre de réponse à Mrs. Harding, qui restera muette. Le lendemain du meurtre de la petite Doris, un bambin d'environ 1 an, Harry, est amené chez Amelia. Elle retire alors la corde qui avait servi à étrangler Doris pour la réutiliser sur Harry. Les 2 corps seront enveloppés dans un sac de voyage avant d'être jetés dans la Tamise. Amelia prend la peine d'ajouter des briques dans le sac, car elle sait que les petits corps sont trop légers et risquent de remonter. Chapitre 3e. La condamnation. Lors de son arrestation, les policiers croient que la fille d'Amelia, Polly, et le mari de cette dernière, Archer Palmer, pourraient être impliqués dans l'abominable gagne-pain. Toutefois, le couple sera blanchi par le tribunal. Amelia Dyer plaidera coupable au meurtre de Doris Mormon en étant accusée de plusieurs autres meurtres. Plusieurs témoignages pèsent alors contre elle. Des membres de sa famille et des connaissances ont dit développer des soupçons sur ses activités et un homme témoigne l'avoir vu jeter 2 corps dans la Tamise. Amelia tentera de se défendre en plaidant la folie, mais ce motif sera refusé. Pour le tribunal, il est clair que la femme a tout inventé pour éviter de se faire prendre par la police. En seulement 4 minutes et demie, le jury trouve Amelia Dyer coupable. Elle sera condamnée à la peine de mort par pendaison. Pendant les 3 semaines précédant son exécution, la femme remplit plusieurs cahiers où elle confesse ses crimes. Le 10 juin 1896, à 9 heures pile, après avoir déclaré qu'elle n'avait aucune dernière parole, Amelia est pendue à la prison de Newgate. Si elle a été reconnue officiellement coupable pour 6 meurtres, Amelia est soupçonnée d'avoir assassiné plusieurs centaines d'enfants. Ainsi, si on considère que la meurtrière a tué un bébé par mois pendant l'entièreté de sa carrière de 30 ans, on arrive à 400 morts. Ce nombre serait faiblement représentatif, puisqu'à certaines époques de sa vie, Amelia aurait fait plusieurs victimes par semaine et parfois par jour. Plusieurs estimations parlent alors de 600 victimes. Des rumeurs se sont aussi répandues disant qu'Amelia Dyer aurait pu être le fameux Jack l'Éventreur. Toutefois, cette théorie n'est appuyée d'aucune preuve et repose surtout sur des fantasmes de détectives amateurs. Enfin, la cruauté perfide d'Amelia Dyer a fait disparaître des centaines de bébés innocents confiés à leurs bourreaux par des mères démunies qui croyaient agir pour le bien-être de leurs enfants. Les nourrissons étaient étranglés avec une cordelette blanche et Amelia dira « C'est comme ça qu'on pouvait dire que c'était un des miens. » Traduction de « It was how you could tell it was one of mine. » Ces femmes tentaient, pour la plupart, de connaître la vérité sur le sort de leur progéniture, mais, faute de moyens, leurs questions sont restées sans réponse, laissant le champ libre à l'ogresse de Reading pour poursuivre son abject marché. Lorsqu'elle a été arrêtée, elle n'a démontré aucun remords, révélant son caractère insensible, fallacieux, avare et sanguinaire. Amelia Dyer serait alors l'une, si ce n'est pas la plus, prolifique des tueurs en série de toute l'histoire.